Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver. Alors ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé. Comme je vous l'avais expliqué lors de ma dernière vidéo, j'étais en voyage et c'était difficile pour moi de continuer l'enregistrement de ces petites capsules hebdomadaires. Mais je suis de retour. Je suis arrivé hier à Montréal et donc aujourd'hui nous sommes lundi. Alors on reprend tout de suite les bonnes habitudes. On est le 7 avril. J'espère que de votre côté aussi tout s'est bien passé. Alors sur les marchés, ça a été très compliqué. Je vous avoue que ça m'a fait du bien aussi de prendre un gros pas de recul par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif, c'est de regarder les graphiques tels qu'ils sont et on va essayer de ne pas apposer nos biais. Donc, c'est sûr qu'on a un biais haussier depuis quand même un certain temps. Je pense que structurellement, on reste sur un marché haussier long terme. Par contre, à court terme, il y a beaucoup de signaux qui nous montrent que c'est très compliqué, hein, je ne vous l'apprends pas, vous l'avez vu de toute façon, le marché traditionnel a baissé. On va faire d'ailleurs un point aussi là-dessus parce que je pense que ce qu'on voit en ce moment sur le marché des cryptos, c'est vraiment lié à la macroéconomie et notamment aux fameux tarifs de Trump. Alors on va pas trop faire le point actu aujourd'hui, là je pense qu'on va surtout se concentrer sur les graphiques, mais on va reprendre éventuellement l'actualité dans les prochaines semaines comme vous aviez l'habitude. J'ai noté aussi 2-3 points que je voulais vous partager. Et donc, on va commencer tout de suite par l'analyse macro. Regardons d'abord, si vous le voulez bien, le SP500. Alors, le SP500, au moment où je vous parle, on est à peine au-dessus des 5000 points. Pour rappel, on a eu un ATH à 6124 points à peu près. L'ATH, alors on l'avait travaillé un petit peu, hein, on l'avait atteint le début décembre 2024. On était venu le rechercher le 20 janvier. Ensuite, la dernière fois qu'on l'a touché, c'était mi-février. Et depuis, on est parti. Alors, on avait consolidé un petit peu autour de cette moyenne mobile 50 weekly. Là, pour ceux qui ne connaissent pas le nuage vert ici, c'est le nuage d'Ishimoku. Donc, globalement, quand on est au-dessus de ce nuage-là, eh bien, on est dans une tendance haussière. Quand on est à l'intérieur du nuage, eh bien, on est dans ce qu'on appelle une no trading zone. Ça veut dire que la tendance n'est pas claire et qu'il ne faut pas prendre de position à ce moment-là. Alors là, je parle d'un point de vue trading, hein, bien évidemment. D'un point de vue investissement long terme, ce n'est pas forcément des choses que vous regardez. À la limite, ça peut être des signaux ou de rebalancer votre portefeuille. Et ce que nous, on va interpréter éventuellement comme des signaux de vente en trading, eh bien, vous pouvez en investissement les considérer comme des signaux d'achat. Donc c'est pour ça que c'est bien important, et je prends 2 secondes pour le dire, de toujours bien regarder le marché par rapport à vos objectifs. Et c'est vrai que moi, je ne connais pas vos objectifs, donc forcément, je vous partage les miens. Je rappelle aussi que sur cette chaîne, je ne donne pas de conseils en investissement, je n'ai pas le droit de le faire et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. D'ailleurs, je vous en reparlerai à la fin, mais je veux faire évoluer la chaîne vers quelque chose de plus complet. Donc, je vous rappelle que là, moi, ce que je fais, c'est une analyse, on va dire, long terme, pour voir un petit peu où est-ce qu'on se situe dans le cycle. Et puis, à court terme, je vous donne quand même les signaux que moi je vois. Donc là, on a complètement percé le nuage, hein, ça s'est fait très rapidement. On est presque venu chercher la moyenne mobile 200, mais alors attention, 200 weekly. Donc là, on est vraiment sur un support massif important. Vous le voyez de toute façon, on viendrait rechercher le top de la dernière vague haussière avant la correction qu'on a eue en 2022. D'ailleurs, vous voyez que cette moyenne mobile avait été le point bas du cycle. Donc là, je pense qu'on peut avoir éventuellement un rebond qui se ferait ici. On va voir si on descend directement le toucher ou est-ce que on va peut-être réintégrer un peu le nuage, osciller. Là, c'est un peu difficile de le dire en ce moment. On est vraiment à des niveaux de peur qui sont impressionnants. On a quasiment dépassé les niveaux de peur de mars 2020. D'ailleurs, je crois qu'on les a dépassés. Par contre, pas en termes de volatilité. On va regarder ça juste après. Nasdaq, eh bien, même chose, hein, vous le voyez, en même plus amplifié parce que forcément, le Nasdaq, eh bien, on est sur des valeurs de croissance. On sait que tout ce qui est croissance a énormément performé l'année dernière. On pense à tout ce qui a été drivé par l'intelligence artificielle, Nvidia pour ne citer que lui, mais il y en a eu bien d'autres. Donc, quand on corrige, eh bien, on corrige plus fortement. Et puis la crypto, eh bien, on a été les premiers, hein, vraiment à corriger. Là, c'est bon, ça fait rire. Ça fait pas vraiment rire parce que c'est toujours de triste de voir les gens un peu paniquer sur leur peur. J'imagine qu'en ce moment, il y a des gens qui sont pas très à l'aise avec ce qui se passe sur les marchés. Là, je parle de gens qui sont pas comme nous à regarder ça régulièrement, mais qui voient leur épargne, éventuellement leur fonds de retraite, etc., qui ont quand même pas mal baissé dans les dernières semaines. Donc, c'est pas des choses faciles, mais c'est vrai que quand nous on regarde, on est habitué à des corrections qui sont tellement dingues en crypto-monnaie que ça fait presque rire entre guillemets les pourcentages qui font paniquer les gens. Donc voilà.
Petite parenthèse fermée là-dessus. Donc Nasdaq, eh bien, on est passé pareil au travers du nuage. Là, on a l'air de se diriger vers ce niveau des 16 000 points, qui sera là aussi un niveau mensuel très important, hein. Je dis mensuel parce que vous allez voir même encore plus, voilà, en mensuel, ici, on a une très très grosse, on a un très gros support, donc je pense que on peut venir rebondir dessus. Après, c'est pas dit qu'on vient toucher non plus, attention, mais là, on a eu en tout cas une très forte accélération. On va regarder le gold aussi. Alors le gold, eh bien, c'est à peu près le seul truc qui a monté dernièrement. Vous le voyez, on a eu un mois de mars qui a été ultra bullish, hein, sur l'or. On a fait presque 10%. Donc là encore, hein, mettez en perspective les pourcentages, c'est pas de la crypto. 10% en un mois, c'est énorme pour l'or. Et si on regarde, donc là je suis en mensuel, hein, vous le voyez, on est vraiment parti dans une phase d'accélération. Et ça, on en avait parlé sur la chaîne, c'est depuis mars 2024 quand on avait cassé cette énorme consolidation, hein, qui avait commencé en 2020. Donc ensuite, on avait eu cette espèce de forme tasséance. On avait briqué, c'était au mois de mars 2024, et depuis, eh bien, l'or était en bull run. Alors ça continue d'être le cas. Là, je pense qu'on arrive quand même sur un top potentiel temporaire, en tout cas. Il n'est pas dit que l'or, si le contexte macroéconomique continue d'être incertain, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a de l'incertitude sur le marché, l'or va monter. Donc en fait, c'est vraiment ça qui a été pricé, c'est toute cette incertitude autour des tarifs, toute la façon dont Trump communique aussi, comme on en avait parlé, hein, il y a une hypothèse comme quoi c'est fait exprès en fait quasiment parce que heu, tu pourrais pas être plus maladroit en fait, hein, pour communiquer sur les marchés, pour créer de l'incertitude, et on sait que les marchés détestent l'incertitude. Quand les investisseurs ont peur, eh bien ils vont retirer, leur argent, et puis ça peut créer des mouvements de panique comme on est en train d'assister en ce moment. Donc je pense que potentiellement on va récupérer une partie de la liquidité de l'or qui devrait venir se redéverser potentiellement sur le marché des actions, parce que là on commence à avoir des prix intéressants pour ceux qui investissent dans les actions. Par contre forcément la crypto, on est en première ligne, donc on est les premiers à descendre. Je ne sais pas si on sera les premiers à remonter, mais considérez quand même que la crypto-monnaie c'est un investissement risqué, donc en période d'incertitude comme en ce moment, c'est pas la chose qu'on va prioriser. Bitcoin à la limite un peu plus parce qu'il va répondre à un autre besoin. Notamment, j'ai lu un post de Michael Saylor que j'ai trouvé intéressant qui disait il n'y a pas de tarif sur Bitcoin. Donc voilà, ce côté-là potentiel où les investisseurs institutionnels se rappellent que finalement, eh bien, quand on est dans un chaos sur un plan macro mondial, eh bien Bitcoin, c'est là, je trouve, qu'il joue vraiment son rôle. On est sur un investissement qui est apolitique, qui peut pas être contrôlé, qui n'appartient à personne, et puis en plus, de par, sa rareté, ça je vous l'apprends pas, vous le savez, il y aura que 21 millions de bitcoin à terme, et bien ça peut être un bon hedge contre l'inflation, à long terme là encore, hein, parce qu'on voit qu'à court terme, la volatilité est importante. Et donc, ce hedge contre l'inflation va être intéressant parce que les tarifs vont amener une inflation, et en fait, c'est vraiment ça qui a fait paniquer les gens parce qu'on arrivait, tranquillement, la Fed avait expliqué, Jérôme Powell, que l'inflation était bien contrôlée, qu'éventuellement il y aurait une baisse des taux, mais ça devait encore un petit peu attendre, et là, on a l'impression que Trump veut forcer la main de Jérôme Powell. Donc je rappelle que la Fed, en fait, est indépendant, hein, du président, donc Trump ne peut pas ordonner, par exemple, à Jérôme Powell de baisser les taux directeurs, mais il peut lui forcer la main, c'est un petit peu ce qu'il est en train de faire, parce que forcément, si tout périclite et le marché chute de façon très importante, comme on a eu en mars 2020, eh bien forcément, la Banque centrale sera obligée d'intervenir, potentiellement de baisser les taux aussi. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que baisser les taux parce que tout est sous contrôle, que l'inflation est bien gérée, qu'on a des perspectives éventuellement d'une économie résiliente, eh bien c'est une chose, mais baisser les taux parce que tout est en train de chuter et qu'on a peur que le marché s'effondre, c'est autre chose. Donc finalement, si vous voulez, la même action peut être interprétée différemment par les investisseurs, et donc c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller dans les prochaines semaines. Au niveau du DXY, on le voit aussi, ça a bien chuté, donc ce qui est intéressant aussi parce que généralement, quand on a une baisse de cet indice-là, hein, donc de la force du dollar américain, eh bien, c'est généralement un moment dans lequel Bitcoin va bien performer. Donc là, je parle de Bitcoin, hein, pas des altcoins. On n'est pas encore rendu là, on en parlera tout à l'heure. Mais là, pour l'instant, en fait, on a l'impression que tout baisse. À part l'or, comme je disais tout à l'heure, et encore, là, il est en train de corriger un petit peu. On a l'impression juste que tout baisse, donc c'est à se demander la liquidité, où est-ce qu'elle va en ce moment. Au niveau du VIX, alors vous le voyez, on est monté sur des niveaux
extrêmement important. Alors je vous ai marqué ici 3 petites lignes rouges pour vous donner un repère quand même. Alors le VIX, c'est l'indice de la peur sur le SP500. Donc comprenez que quand les investisseurs ont peur, eh bien cet indicateur-là va monter extrêmement. Donc on a eu plusieurs pics par le passé. Je vous ai marqué ici le point haut qu'on avait atteint, c'était en 2008. Donc là on parle quand même de la plus grosse crise financière de l'époque récente, hein. Là, je parle pas de la Grande Dépression par exemple aux États-Unis. On va dire que dans les, allez, 20 dernières années, 2008 ça reste quand même la plus grosse crise qu'on a eue. On était venu chercher quand même un 96 sur cet indice de la volatilité. Ensuite, on a eu en mars 2020, hop, je recule, touc, touc, touc. Voilà, il est ici. Donc mars 2020, on est venu chercher ce niveau-là, donc des 80, 86, on va dire. Mars 2020, pareil, on parle d'une épidémie mondiale. Personne ne savait ce qui était en train de se passer, donc là, on avait eu une peur extrême. Et puis, plus récemment, c'était cet été, on avait eu les carry trades. Si vous me suiviez déjà à l'époque, on en avait parlé sur la chaîne. Donc c'était le 5 août, on était venu chercher les 65 et là on voit que actuellement on est à 50,97 et que on est quand même monté jusqu'à 60. On se rapproche des niveaux qu'on est allé chercher cet été, en fait l'été dernier, pendant les carry trades. Et puis là, je surveille quand même, est-ce qu'on est capable de retourner chercher ces niveaux-là? Donc là, ce serait vraiment impressionnant et j'ai envie de dire, entre guillemets, ça... Bon, là, en ce moment, il y a quand même raison de s'inquiéter, mais si on atteint ces niveaux-là, je pense qu'on aura sous-estimé vraiment l'ampleur de la crise potentiellement qui se prépare. Au niveau des quelques actions qui reflètent bien la crypto-monnaie, bon, on a MicroStrategy, vous le savez, avec Michael Saylor, qui achète énormément de Bitcoin. Donc il en a acheté pas mal dernièrement. Je crois que depuis quelques semaines, il a mis en pause les achats. Donc là, on est revenu sur, pareil, un support important. Donc on va voir comment le prix va réagir. Mais on a quand même bien corrigé avec une correction aujourd'hui de moins 7,29%. On a Coinbase aussi, on est retourné sur un support important. Donc là, on va voir un petit peu comment le prix réagit. Mais effectivement, on est en correction là aussi depuis le mois de novembre, hein, sur Coinbase. Au niveau de la dominance, eh bien, on est très haut. Vous le voyez, on est presque revenu chercher la dominance qu'on avait atteint, c'était quand? C'était en février 2025. Donc là, on a l'air de vouloir casser cette zone par le haut. Donc on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'on va retourner chercher les niveaux qu'on avait atteints fin 2019 ou fin 2020? Donc on va voir, on va surveiller, mais rappelez-vous ce que ça veut dire. Si la dominance est élevée, ça veut tout simplement dire que les altcoins sont en train de saigner et la liquidité va plutôt sur Bitcoin. Donc de toute façon, en ce moment, ça se passe sur Bitcoin. Le reste, comme vous voyez, c'est pas joli joli. On va regarder quand même Ethereum contre Bitcoin. Alors vous le voyez, c'est bon, ça fait un moment qu'on regarde ce graphique, c'était déjà dégueulasse, ça continue de chuter, c'est assez impressionnant. Donc c'est pas surprenant qu'on n'ait pas eu de all season. Ethereum a vraiment sous-performé, c'est impressionnant. Je pense que ça a été la surprise de ce cycle, hein. Je connais tellement de gens. Alors moi, j'avais pas investi directement sur Ethereum sur ce cycle. Par contre, je connais énormément d'investisseurs, de gens qui sont dans la crypto, euh, pour qui c'était un pari presque évident. En fait, on disait, voilà, c'est la deuxième plus grosse crypto derrière Bitcoin. On a la DeFi qui est en train de se développer. On a énormément de TVL accumulés. Donc Ethereum devrait très bien performer. C'est un pari presque sans risque. Et je pense qu'il y a un petit peu trop de gens qui ont eu cette hypothèse-là. Et donc, du coup, bah, ça fait encore plus mal dans la chute. Donc là, on va voir. On revient quand même sur des supports historiques, j'ai envie de dire, hein. La dernière fois qu'on a eu cette dominance-là, c'était en 2020. Donc voilà, on va suivre ça. Solana contre Bitcoin, c'est mieux qu'Ethereum. Par contre, pareil, c'est en train de baisser en ce moment. Au niveau des total market cap, on va regarder rapidement. Alors là, on a l'air de tenir, pour l'instant, vraiment, on se défend, on essaye de tenir ce niveau des 2,5 trilliards sur le total market cap, incluant Bitcoin. Total market cap 2, bah, c'est lui qui a pris le plus cher forcément parce que on exclut Bitcoin mais on a Ethereum dedans. Et si on regarde le total market cap 3, eh bien ça se comporte mieux parce que vous enlevez Ethereum. Donc ça nous montre vraiment à quel point Ethereum a de la difficulté sur ce cycle et il faut vraiment voir un Ethereum reprendre des couleurs si on veut espérer une reprise du cycle et une potentielle all season plus tard dans l'année. Donc voilà, on en reparlera tout à l'heure, je vous donnerai mon hypothèse à la fin de ce qui pourrait arriver. Et si on regarde les others, donc là on prend le market cap excluant le top 10 des plus grosses capitalisations en crypto-monnaie.
Donc là, pour l'instant, on tient, mais voilà, il ne faudrait pas casser ce niveau-là des 170 milliards parce qu'à partir de là, on pourrait potentiellement accélérer et venir rechercher les niveaux du bear market 2022. Donc voilà, à surveiller à ce niveau-là aussi. Et puis on va finir avec Solana quand même. Donc Solana qui a bien corrigé déjà depuis quelques mois, quelques semaines. Mais là, on a cassé, ça s'est passé du coup ce matin en fait, hein, on a cassé ce support qui tenait bon depuis un sacré moment. C'était le bas du range d'accumulation qu'on avait eu au courant de l'année 2024. On s'est été extrait par le haut en novembre 2024 avec l'élection de Trump. Cette grosse bougie-là, eh bien, c'est quand il avait lancé son meme coin, vous vous rappelez. Et depuis, eh bien, on a chuté énormément. Alors là, on est venu chercher la weekly 200. Donc là, on voit que pour l'instant, le prix rebondit dessus. Par contre, attention, on a vraiment cassé un niveau important. Donc là, il va falloir faire gaffe. Et au niveau journalier, pourtant, on avait bien rebondi ici, alors que d'ailleurs, c'était de mémoire un jour où on avait eu un énorme unlock sur Solana, un des plus gros depuis presque le début hein, de l'histoire de Solana. Et on voit que ça a été un piège, donc peut-être certaines personnes sont rentrées là, et là on a corrigé directement. Donc voilà, ça m'amène du coup à un autre point que je voulais vous partager en trading, parce que je pense que en ce moment, la seule chose qu'il y a à faire, si vous êtes investisseur, bah, c'est juste rien du tout. Donc si vous êtes sur des positions sur lesquelles vous avez des convictions, que vous avez accumulé de toute façon sur des bons prix et que vous avez une vision on va dire très long terme, vous êtes vraiment sur des bons projets, hein. Là, je ne parle pas de petits shitcoins, hein. Là, je parle, on va dire, Bitcoin, Ethereum, Solana, et puis quelques altcoins type Tao, Render. Voilà, là-dessus, j'ai pas changé d'idée. Il y a toujours des leaders de narrative. Je pense que c'est des cryptos qui vont performer sur plusieurs cycles. Encore que, comme je vous dis, hein, il y a quand même un gros risque parce que les leaders de narrative des derniers cycles sont aujourd'hui pas forcément leaders et pour certaines d'entre elles, elles ont même complètement disparu. Donc c'est jamais une garantie, hein, attention à ça. Par contre, voilà, si c'est votre approche, je pense qu'il n'y a rien à faire. Si vous avez encore du cash ou que vous avez une partie de votre portefeuille que vous utilisez pour trader. Et donc là, en ce moment, je pense que le marché, il faut vraiment le regarder d'un point de vue trading. Par contre, attention, on est à peu près au niveau 12 en trading, c'est-à-dire que là, avec la volatilité qu'il y a en ce moment, c'est un marché qui est extrêmement difficile à trader. Donc là encore, je ne recommande pas forcément de trader. Attention, par contre, si c'est ce que vous voulez faire, je vais vous donner quand même quelques conseils. Le premier conseil que je vous donne, c'est de toujours analyser ce qu'on appelle la ligne de moindre résistance. Donc, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Moi, le premier, j'ai des biais depuis un sacré moment, hein, ce qui m'a permis de rentrer tôt sur Bitcoin, sur le cycle, et puis vraiment de surfer. Depuis, j'avoue, hein, depuis le début de l'année, je reste sur un biais haussier, et donc du coup, cette baisse-là, elle a été particulièrement violente hein, sur mon capital. Je ne vous cache rien, j'ai perdu beaucoup d'argent. Et la raison est assez simple, c'est que en fait, je restais dans un biais très haussier et je garde de toute façon sur le long terme ce biais-là, mais à court et moyen terme, il y a des signaux qui sont pourtant aujourd'hui évidents, je le vois avec le recul, que je n'ai pas su apprécier parce que j'avais justement ces lunettes entre guillemets d'optimisme. Donc ça me faisait interpréter finalement toutes les cassures de support comme des opportunités potentielles d'acheter le dip, et puis j'avais tendance à voir des supports un peu partout. Donc la grande pause que j'ai prise, ça m'a permis, là, quand j'ai réouvert les graphiques, bien de voir les choses sous un nouveau jour et de me rendre compte que finalement, bah, il y a des signes quand même depuis, allez, on va dire vraiment, depuis cette bougie-là. Moi, je pense que là, on avait, on pouvait s'attendre ici à un fake out, donc ça arrive quand même souvent. Gros range d'accumulation, on sort, on re-rentre et ça repart. C'est un peu la chose qu'on avait eu nous, l'été, hein, on l'a eu plusieurs fois d'ailleurs l'été dernier. Et donc là, on avait eu cette bougie, vous vous rappelez, donc là c'était Trump, un peu dernier espoir, qui tweetait. On était remonté, on avait intégré, on avait du volume, donc sur le papier, on avait des raisons de croire que le cycle allait repartir. Et c'est cette bougie rouge-là, en fait, je pense, qui était vraiment, peut-être pas le premier signal, hein, parce qu'il y en a eu d'autres avant, si on regarde notamment les oscillateurs et cetera. Peut-être même cette grande stabilisation qu'on avait eue quand on a cassé là, ça c'était déjà un premier signal en vérité. Mais je pense que c'est cette bougie-là, journalière, hein, donc le 3 mars, je pense que c'est là vraiment qu'on aurait dû, comprendre, je vais parler pour moi, que j'aurais dû vraiment interpréter
que le marché finalement était très sceptique vis-à-vis de tout ce que Trump disait. Et en même temps, le truc, c'est qu'on a tellement de news positives au niveau macro sur la crypto, on n'a jamais eu autant de news positives. Et c'est ça aussi qui nous a fait tenir bon et qui me fait garder espoir de toute façon pour, on va dire, une reprise éventuellement, cette année, hein. Moi, j'y crois encore. Je vous montrerai tout à l'heure, qu'on n'a pas eu, de signe de surchauffe sur le bitcoin et donc ça me laisse penser que le cycle, en tout cas, n'est pas terminé et s'il se termine de façon aussi abrupte, ce sera pour des raisons complètement extérieures à la crypto. Ça sera vraiment pour des raisons macroéconomiques. Donc on peut forcer éventuellement les prix à descendre comme on l'a vu, hein, très rapidement et très fortement, mais je pense que ça sera éventuellement quelque chose d'isolé et qu'éventuellement, quand cette situation-là sera réglée, si elle se règle, hein, je pense qu'on pourra avoir un cycle qui reprend et éventuellement, si on a eu un gros décalage au prix, eh bien, on pourra avoir un rattrapage qui sera assez impressionnant aussi, à mon avis. On a le droit de rester quand même un petit peu optimiste dans tout ça, mais en tout cas, je reviens sur ce que je voulais vous dire, d'un point de vue, on va dire moyen terme, court terme, pour l'instant, il n'y a pas de signe de reprise. Ce n'est que des, «Ah, cycliquement, on devrait avoir une reprise» ou «Si on n'a pas une reprise, ça voudrait dire que le cycle est terminé, mais ça ne fonctionne pas par rapport à ce qu'on avait l'habitude». Donc j'entends toutes ces raisons-là. Je les ai invoquées moi-même, mais d'un point de vue purement graphique, j'oublie les cycles. Je n'ai aucun signe de reprise. Je vois juste des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Je vois que, tous les supports sont cassés avec des volumes importants. Donc la petite ligne bleue ici, c'est la moyenne mobile du volume 50. Donc quand vous avez des pics de volume au-dessus, ça veut dire que vous avez plus de volume que dans la moyenne des 50 jours précédents. Donc ça veut dire que c'est des mouvements importants et qu'il faut considérer. Comme par exemple aujourd'hui, hein, on voit qu'on a pas mal de volume. On s'y attendait parce que les marchés ont fini dans le rouge vendredi, donc là forcément lundi, bah, ça fait toujours un peu peur, hein. On parle toujours du Black Monday qui a été un lundi terrible pour la bourse. Et à chaque fois qu'un vendredi on clôture comme ça dans la peur et dans le rouge, on a toujours cette inquiétude qu'on revive un Black Monday. Bon, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, même si tout est rouge. Mais voilà, attention à surveiller. Et donc là, vous voyez cette moyenne mobile 50 qui est en train de descendre et la moyenne mobile 20 qui est passée sous la moyenne mobile 200. Le prix a un petit peu stabilisé autour de la moyenne mobile 200, mais là, on s'en est vraiment éloigné. Et puis, on est sous le nuage également Ishimoku, le Kumo. Donc là, en fait, on a tous les signaux qui nous disent qu'on est en tendance baissière. Donc pour moi, si vous voulez trader ou si vous voulez vous réexposer, il y a deux façons d'agir à mon avis. La première, c'est d'acheter des prix que vous considérez, complètement ridicules. C'est-à-dire qu'imaginons que là, on a une accélération, bitcoin, je vais dire n'importe quoi, chute jusqu'à 55 000, hein, ce qui serait énorme. Je ne pense pas du tout que ça va arriver, mais mettons. Là, ça veut dire une baisse de 30. Eh bien, si on a une baisse rapide sur ces niveaux-là, là, ça veut dire vraiment que le marché a tendance à paniquer, à être vraiment dans un excès de peur. Et forcément, ces excès-là devraient, en tout cas mécaniquement, rebondir. Donc, ça ne veut pas dire que ça sera le bottom, hein, attention, mais on peut avoir comme ça des trades intéressants à prendre. Donc, c'est vraiment de vous dire, en fait, donc je prends un exemple. Allez, Solana, par exemple. Si vous dites que Solana, là encore, hein, je prends un exemple extrême de fou, on se met en mensuel, on voit que le prochain palier, donc là, au niveau des extensions Fibonacci, ce serait aux environs de 75. Le prix devrait réagir là-dessus. Entre-temps, on a aussi la moyenne mobile 50 weekly. Après, pour moi, on a un niveau ici aux environs des 45 dollars qui est un support mensuel. Et puis après, eh bien, on s'en va à 25, hein, qui est littéralement le début du cycle, hein. Vous vous rappelez, c'est vraiment quand on avait cassé cette consolidation-là que ensuite on était parti sur notre cycle haussier. Donc si vous dites par exemple, Solana redescend sur ces prix-là, moi je suis très à l'aise de les acheter et puis de garder cette position pendant longtemps. Ben, ça peut être une façon de trader. Sinon, et je pense que la meilleure façon, c'est vraiment tout simplement d'attendre que le marché fasse ce qu'il a à faire, se retourne, consolide et qu'on ait à nouveau des signes de reprise, un petit peu comme on avait eu ici.
Là, je vous montre ça en mensuel, hein. On suivra ça de toute façon sur la chaîne. Quand je verrai, des signes de reprise, je vous en parlerai, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, en tout cas, j'en ai pas. Donc, voilà, je voulais vous le rappeler. Et puis aussi, au niveau, entrée en position, je vous recommande de ne pas rentrer directement. Donc si, par exemple, vous voulez prendre position, je vais dire n'importe quoi, avec, éventuellement 10 de votre poche de trading, eh bien, ne rentrez pas avec vos 10 d'un coup. Je vous conseille de rentrer en 3 fois, par exemple. Donc vous pouvez mettre un premier début de ligne, où vous mettez un 3 et à partir de là, vous regardez un petit peu comment le marché réagit. Si vous vous êtes trompé, bah, finalement, vous perdez que, 3 au lieu d'en perdre 10. Et puis si le marché vous donne raison, que vous aviez, vu le mouvement, à ce moment-là, vous pouvez renforcer votre ligne, remettre un 3 supplémentaire par exemple, et puis là, vous attendez. Donc c'est vraiment une bonne façon de trader, c'est toujours de rentrer en plusieurs fois et de ne pas re-rentrer ou ne pas, finalement, comment je dirais? Alourdir votre ligne tant que le marché n'a pas validé que vous êtes en train de trader dans le bon sens. Après attention aux shorts, je pense que là le marché a quand même fortement corrigé. Il n'est pas exclu qu'on ait quand même des rebonds, importants sans dire qu'on repart directement en V-bottom, hein. Ça j'y crois pas trop, on verra s'il y a des baisses de taux d'intérêt, est-ce que ça pourrait arriver? On en reparlera à ce moment-là. Mais voilà, attention aux shorts, si vous le faites, rachetez vraiment sur des supports qui ont cassé et qui montrent qu'elles sont prêtes à agir en résistance. Donc par exemple là sur Solana, ce, support-là, si, on vient le rechercher et qu'à court terme, je regarderai en journalier ou en 4 heures, je vois que j'ai un retournement et que le support a l'air de vraiment s'afficher comme une résistance maintenant, et bien éventuellement là, il y aura peut-être une position à prendre, en short. Mais après, moi, comme je vous l'ai dit sur ce cycle, jusqu'à maintenant, je n'ai pas utilisé d'effet de levier, je n'ai pas utilisé de short et le levier, c'est sûr que je n'en utiliserai pas. Short, je commence à y penser parce que je me dis si on part sur une baisse prolongée, il y a peut-être quand même des choses à faire. Malgré tout, depuis le début, j'ai vraiment privilégié des achats spot sur des bons niveaux. Ça m'a pas trop mal réussi. Alors comme je vous dis dernièrement, c'est sûr que j'ai perdu pas mal, mais je pense que ça reste quand même une bonne stratégie. Le problème en fait d'acheter et de shorter, si vous n'êtes pas vraiment, si vous n'avez pas de l'expérience et que, vous n'êtes pas capable de bien contrôler vos émotions, c'est que vous vous obligez à voir le marché un petit peu dans tous les sens et vous pourriez perdre un petit peu, la vue d'ensemble et finalement, enchaîner rapidement les trades, des fois à l'achat, des fois à la vente et je pense que ça peut vous conduire à faire des erreurs donc attention à ça par contre. Bon, ça fait le tour pour les graphiques. C'était un peu plus long que ce que j'avais prévu, mais je pense que c'était nécessaire de toute façon après un mois, d'absence. Je voulais vraiment prendre le temps de refaire un point, sur là où on en était, au niveau, bah, de Bitcoin, au niveau de la macro aussi. Je vais finir malgré tout sur une note positive et d'optimisme. Est-ce que, le bull run est terminé et est-ce qu'on a topé sur, Bitcoin? Eh bien, j'ai trouvé, ces indicateurs que j'ai trouvés très intéressants. C'est sur CoinGlass. Alors c'est gratuit, hein, il n'y a pas besoin, de souscrire au service, hein. C'est sûr que vous aurez plus d'informations, mais déjà en gratuit, vous y avez accès. Donc vous allez sur CoinGlass, sur Google, vous pouvez marquer, bull market peak signal ou, top indicateur et vous allez trouver ici donc, on en avait déjà parlé, sur les graphiques. Moi, il y avait plusieurs indicateurs de surchauffe que je surveillais. D'ailleurs, aucun, je vous l'avais dit, hein, aucun, n'a montré de top, en tout cas, potentiel et moi, c'est la raison pour laquelle je restais, aussi optimiste et puis après, parce qu'au niveau de la cyclicité, normalement, on aurait dû avoir des rebonds, donc je voulais pas être sorti du marché, et manquer le rebond. Mais, bref, là, sur cette page-là, ils ont listé 30 indicateurs, d'accord? Qui ont, bien fonctionné dans les derniers cycles depuis le début, hein, on va dire de Bitcoin et qui ont permis à chaque fois bah, de donner, des indications que le cycle arrivait à sa fin. Donc vous avez ici, si vous êtes curieux, vous pouvez aller, regarder chacun d'entre eux. Vous avez l'information, actuelle et puis vous avez la référence, c'est-à-dire donc là, par exemple, si cet indicateur, il venait à dépasser ou égaliser 4, eh bien, l'indicateur nous indiquerait qu'on a un top potentiel et à ce moment-là, sur le hit, on aurait une petite coche et là, vous pouvez aller voir même les, historical data, donc c'est super intéressant, ça vous permet de voir à quel point il a bien fonctionné, dans les derniers cycles et puis à ce moment-là, donc vous auriez, la petite coche et donc là, vous avez 30 indicateurs et ce que vous voyez ici, c'est que aucun, aucun sur les 30 indicateurs qui ont bien fonctionné dans le passé, aucun n'a donné
un signal de top. Donc on le voit ici, hit 0 sur 30. Et donc ici, sur cette petite courbe-là, eh bien on est à hold. Il y a pas de doute, entre guillemets, en tout cas si on regarde ces indicateurs-là. Et ça commence à faire beaucoup quand même, 30 indicateurs. Donc il ne faut jamais prendre un indicateur tout seul, hein. Il faut toujours prendre une confluence d'indicateurs et c'est pour ça que c'est intéressant. Et en fait, au fur et à mesure qu'on va venir atteindre ces paliers-là, eh bien, le petit curseur ici va se déplacer et va aller vers sell, puisqu'il faudra effectivement prendre des profits comme on sera arrivé au top du cycle. Donc quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai trouvé ça super intéressant et ça m'a un peu rassuré parce que j'en arrivais à me remettre en question en fait, en me disant: «Mais est-ce que, j'ai pas vu le top? Est-ce que j'étais encore trop greedy? Est-ce que j'ai pas appris mes leçons du dernier cycle?» Mais en fait, le fait est que, ce serait vraiment surprenant que le top de Bitcoin ait été atteint et si c'est le cas, eh bien, ça sera vraiment d'une façon qu'on l'a jamais vécu jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui ne pouvait pas se prévoir, un peu un genre de black swan et donc par conséquence, quand on met en place une stratégie, il faut savoir se couvrir, il faut avoir des marges de sécurité parce qu'on sait qu'il y a toujours un truc imprévisible qui peut arriver, mais on ne va pas construire sa stratégie sur, des choses qui sont statistiquement très faibles. On ne va pas faire ça et donc bah, ça a confirmé que, voilà, ma stratégie avait du bon sens. C'est plus que là, on est dans un contexte particulier où la macro a complètement dégradé finalement, le cycle actuel et je pense qu'en ce moment, finalement, je voulais finir un peu là-dessus, on assiste à un mini bear market. Voilà, je ne peux pas mieux l'expliquer. Je pense que on est sur un mini bear market au sein, d'un cycle haussier. Au niveau, temporalité, saisonnalité et cetera, on devrait en théorie avoir un top plutôt vers la fin d'année. On sait que chaque cycle s'est rallongé aussi, donc il n'est pas exclu que ce cycle-là aussi, eh bien, se rallonge aussi et qu'on aille peut-être, même jusqu'à Q1 2026, c'est une possibilité. Et je pense que là, ce qu'on expérimente depuis le mois de février, eh bien, c'est un mini crash, un mini bear market. Et je pense qu'on pourrait avoir éventuellement, si les choses se règlent, on pourrait avoir une stabilisation du prix et éventuellement on pourrait finir notre bull run plus tard que prévu. Certes, en tout cas plus tard que ce que moi j'avais prévu, mais je pense que ça reste une possibilité. Alors ce que je cherche éventuellement comme signal, je vais vous montrer un petit peu, c'est des choses comme ça un peu comme on avait eu ici en 2021. Donc on avait fait un premier top ici, vous vous rappelez. Ensuite, on avait cassé. On était venu stabiliser autour de cette moyenne mobile 50 en weekly. Et ensuite, on avait clôturé en dessous. Donc ça, c'est vraiment le mouvement de panique. Et ensuite, on avait eu une belle bougie englobante qui nous avait ramené au-dessus de la moyenne mobile 50, qui avait complètement avalé cette chute-là de la semaine précédente. Pardon. Et donc là, on avait eu ensuite un signal pour une dernière jambe haussière sur le cycle. Et je m'attends en fait à quelque chose de similaire. Donc pour l'instant, comme vous voyez, on n'y est pas du tout. Là, on est toujours stabilisé sur la moyenne mobile 50. Donc là, je pense que ça pourrait continuer potentiellement quelques semaines. Après, je pense qu'on va se rapprocher de ce nuage aussi weekly. Et là, ça veut dire qu'on va rentrer dans une zone importante de support sur lequel le prix pourrait rebondir. Et je m'attends à quelque chose comme ça en fait. Donc moi, c'est un peu plus ma vision maintenant. Je pense qu'on va avoir un prix qui va se stabiliser. On peut éventuellement avoir des mouvements de panique, mais ça risque d'être plutôt des mèches. Et ensuite, eh bien, si on se rapproche du 73 000, du nuage, qu'on clôture sur la moyenne mobile 50, et bien là, on arrivera vraiment sur une zone de support long terme, hein, puisqu'on sera sur le haut de ce gros range, on sera sur le nuage, voilà. Et si on a une belle bougie de retournement, qu'on reclôture au-dessus, qu'on a des volumes qui nous indiquent que c'est quelque chose de sérieux, et bien à ce moment-là, je pense qu'il y aura des raisons de croire que le cycle peut reprendre. Donc c'est ça que j'attends, jusqu'à preuve du contraire. Du coup, je reste plutôt neutre, plutôt trader. Je reprends un peu le trading et puis plutôt baissier pour moyen terme. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est ce que vous espériez entendre. J'aime mieux être honnête. J'ai mis à jour ma vision du marché parce qu'on est forcé de le faire. Les choses évoluent. Je reste bullish long terme de toute façon sur la crypto, ça c'est sûr et certain. Sur Bitcoin, principalement avec tout ce qui se passe au niveau macro, c'est vraiment impressionnant. Je pense par contre que l'effet surprise qu'on attendait, où finalement on fait un genre de V-bottom et ça repart,
Je pense que ce scénario-là est de moins en moins probable. Donc là, il faut ajuster sa stratégie en conséquence, parce que je pense que ça sera plutôt une stabilisation, éventuellement un dernier mouvement de capitulation, et puis à ce moment-là, on pourra peut-être partir. Si on se rend jusqu'au début de l'été et qu'il ne se passe rien, ne vous attendez pas à ce que ça parte nécessairement cet été. Vous le savez, la liquidité est basse sur les marchés, donc on pourrait avoir un range interminable potentiellement jusqu'au Q3, Q4 de l'année. Donc il faut psychologiquement que vous soyez prêt à ça. Ce serait dommage de capituler de peur ou d'impatience, et puis finalement de voir le marché repartir et de voir votre première vision se concrétiser. Donc tout de suite, mettez-vous dans un mindset qui vous permettra de surfer si pendant des mois il ne se passe rien. Et puis, s'il y a des gros mouvements de panique, comme je vous dis, préparez-vous potentiellement à racheter des excellents prix. Moi, je vous avoue, j'ai mis des ordres de fou sur Solana, très bas, très très bas, genre 46 et même un peu plus bas. Je pense pas qu'on va aller les chercher honnêtement, mais je me dis sur un malentendu, on ne sait jamais, si on a vraiment une grosse panique, eh bien, je suis prêt à racheter plus bas. Voilà. Et puis, pour finir, encore une fois, je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue, on remet les choses à jour. Je me suis posé pas mal de questions là pendant les quelques semaines, même les quelques mois où j'étais en voyage, sur ce que je voulais faire avec cette chaîne. Et il y a pas mal de réflexions en ce moment. Je vous reviendrai là-dessus quand tout sera posé. Mais une chose est sûre, je veux, et ça je vous en avais déjà parlé, faire évoluer la chaîne vers quelque chose de plus complet. Je trouve que parler juste de trading et juste de crypto, euh, bon c'est bien, c'est très niché, et puis vous le savez, c'est ma passion, j'adore ça. Mais je pense que ce serait intéressant de faire évoluer la chaîne vers quelque chose de plus complet. J'ai envie de vous parler de stratégie, de patrimoine, de portefeuille, comment constituer son portefeuille avec une partie investissement passif, investissement long terme. Après, il y a des stratégies que je suis en train de mettre en place pour faire du stock picking sur du value, donc ça je vous en reparlerai. Il y a également une stratégie d'options que je suis en train de tester, donc j'essaye d'aller assez loin honnêtement, vu qu'il ne se passait pas grand chose sur le marché, j'en ai profité pour creuser des sujets. J'ai une liste interminable de sujets qui m'intéressent et que je veux développer. Et du coup, ben, puisque la chaîne a toujours été orientée vers le partage de mes connaissances en toute transparence, de mon parcours de trader et d'investisseur, eh bien, je pense que je veux vraiment l'assumer jusqu'au bout en vous partageant un petit peu toutes ces découvertes que je fais. Donc je pense garder la vidéo weekly sur le côté un peu analyse de marché, mais je pense aussi mettre en place un genre de blog qui permettrait d'aller un petit peu plus loin sur des articles, des choses plus précises. Donc je vous reviendrai là-dessus. Dites-moi en commentaire si déjà vous voyez un petit peu de la valeur là-dedans. Je vous avais déjà parlé d'écrire un livre, ça reste un projet, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je voulais aborder. Ça faisait des chapitres, mais il n'y avait pas vraiment un lien en fait entre les chapitres. Et je pense que finalement, le livre pourrait plutôt prendre une forme de blog avec des articles précis où je parle de stratégie, où je parle de psychologie, toujours hein, sur les marchés financiers. Et voilà, donc je voulais vous partager ça tout de suite. Si c'est des choses qui vous intéressent et que vous avez découvert la chaîne aujourd'hui et que vous êtes encore là après cette longue vidéo, ben c'est plutôt bon signe, ça veut dire que vous avez vu de la qualité dans ce que je vous ai dit, et tant mieux, je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo pour aider l'algorithme, et à me laisser un petit commentaire si vous avez des suggestions ou vous trouvez que c'est intéressant. Et puis dites-moi aussi comment vous vous sentez. Est-ce que vous arrivez à bien tenir vos positions pendant cette baisse? Est-ce que vous aussi vous avez essayé un petit peu de remettre à jour votre vision, ou est-ce que vous restez voilà, complètement aligné sur c'est un cycle haussier, tout va repartir? Voilà, je suis curieux de l'entendre, et puis sans jugement hein, de ma part, aucunement, vous commencez à me connaître. C'est vraiment par pure curiosité de voir un petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens, là j'ai vu sur les réseaux sociaux, qui ont flippé bearish. Donc je pense que les extrêmes de toute façon, c'est jamais une bonne chose. Donc il faut jamais être complètement permaboule ou permabère. Il faut s'adapter par rapport au marché. Je pense qu'il y a des raisons, et je terminerai là-dessus, de rester haussier long terme sur la crypto-monnaie. On reste sur une technologie ultra intéressante, on est en train de vivre l'adoption massive, on a les politiques qui sont en train de changer, donc je pense qu'il y a énormément de raisons de rester bullish sur ces technologies et principalement sur Bitcoin. Après, là on est dans un contexte très particulier. Donc il faut savoir le naviguer et il faut toujours rester dans le jeu, hein, c'est ça le plus important. Mettez en place une stratégie, un mindset qui va vous permettre dans quelques mois d'être encore là pour que si le marché repart, pas que vous soyez là, que vous ayez encore des munitions et que vous soyez dans un bon mindset qui vous permettra d'en profiter. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite
une excellente semaine, j'espère qu'elle sera pas trop rouge. Soyez prudents, hein, quand même sur les marchés, évitez le levier bien sûr et puis, on se revoit donc lundi prochain pour, une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.